C'est quand même particulier de passer du meilleur épisode de la série à probablement le moins intéressant. House of the Dragon, saison 2, épisode 5. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le 5e épisode, quittez cette vidéo et revenez juste après car on va tout spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti, je spoil. J'ai envie de revenir sur le personnage qui était le plus important la semaine dernière, Rhaenys, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui essayaient de m'expliquer ou de débattre tout simplement sur les origines de son sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ce sacrifice? Et beaucoup de personnes m'ont dit des choses, et j'ai vu ça sur les réseaux aussi, que oui, en effet, le sacrifier car c'est une guerrière, car elle est prête à mourir pour la cause. Et oui, je suis assez d'accord avec vous, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, mais tout de même, lorsque narrativement, l'épisode en question te montre, et la saison d'ailleurs te montre l'amour entre deux personnages, le fait qu'elle aimait beaucoup son mari, t'avais l'impression que c'était le seul vrai couple de Westeros qui tenait un petit peu la route, et que l'épisode de son sacrifice, elle découvre que son mari avait une vie cachée avec une autre famille, et c'est évident que ça joue. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que je disais n'importe quoi, mais je suis désolé, narrativement, les faits sont un peu là, quoi. Sinon, ça n'aurait servi à rien de montrer ça dans cet épisode-là. Évidemment, on chipote sur ce débat-là, mais il y a plein de gens qui ont nié le fait que ça avait une importance, et je maintiens que c'est une importance cruciale. Évidemment, c'est un épisode qui tourne beaucoup autour d'elle et de son héritage. Le serpent des mers qui est évidemment chagriné, qui dit à un moment qu'il veut s'en aller, vivre une vie ailleurs, mais on lui rappelle tout de même que sa femme avait des responsabilités, que lui en a aussi, et fuir n'est pas la solution. Il fait le choix que sa femme aurait fait, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est convaincu par sa petite fille, qui elle-même a eu le droit à une sorte de petite leçon d'histoire, justement pour propager cet héritage, pour lui rappeler qui était sa grand-mère, et j'aime beaucoup ce lien qui est fait, qui est générationnel. Donc le fait que soit sa petite fille est clairement motivant parce que peut-être lui aussi voit sa femme en elle d'une certaine manière, mais il accepte du coup ses responsabilités. On le voit sur son trône à un moment, il est prêt à endosser ce devoir. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est la manière dont il dit cette phrase sur le fait que c'était une femme qu'il possédait. Et on lui dit, non, en fait, tu ne possédais pas cette personne. Et ça, c'est une thématique qui revient beaucoup dans cet épisode, qui est étonnamment pas beaucoup revenu dans la saison jusque maintenant. Dans la saison 1, c'était un peu présent, mais cet épisode-là parle de la place de la femme dans ce système très patriarcal et monarchique, où les femmes ne sont pas écoutées, mais on en parle après. Donc le décès de Rhaenys a motivé beaucoup de personnes, et j'aime beaucoup les liens qu'ils ont fait par rapport à elle, qui elle était, en quoi elle croyait, pour aller au-delà et accepter du coup ses nombreuses responsabilités. C'est là qu'on arrive à l'intrigue d'Alicent, qui est très simple cet épisode-là. De une, elle a peur pour son fils qui arrive brûlé, à moitié en tout cas, extrêmement blessé et qui risque d'y passer, mais on sait tous qu'il va survivre. C'était d'ailleurs assez gore de voir l'armure collée à sa peau, ce qui est un cas qui arrive énormément de fois par rapport à des personnes qui sont brûlées, leurs vêtements collent à leur peau, mais on voit aussi pourquoi elle a survécu, car l'armure l'a protégée. Et là, de l'autre côté, perdu le contrôle de Cole qu'elle n'arrive plus du tout à maîtriser. On voit ici la vraie allégeance de Cole, mais on en parle dans quelques secondes. Elle n'est pas naïve sur le fait que Aemond avait quelque chose à faire sur l'attaque qui a eu lieu sur son fils. Il y a plein de plans qui l'indiquent, comme le plan sur la dague, mais voilà, elle doute énormément, elle cherche la vérité, mais elle sait que c'est Aemond qui est derrière, parce qu'elle voit la soif du trône de Aemond, et c'est pour ça qu'elle s'y oppose aussi. C'est pas la seule raison évidemment, mais elle donne des bons arguments pour s'y opposer. C'est quelqu'un de trop impulsif, il peut causer beaucoup de problèmes, et pour elle, il y a une nouvelle preuve de son impulsivité. C'est justement la presque mort de son fils. Donc elle donne des bons arguments pour ne pas l'avoir en tant que régent, mais c'est là qu'arrive le souci, c'est que elle, c'est une femme. Donc elle se propose elle entre-temps, mais tout le monde va être contre elle parce que justement, c'est une femme. Et c'est le seul argument qui est donné. Il y a l'argument de la femme et du fait qu'elle a régné en temps de paix. Mais la vérité, c'est que c'est juste parce que c'est une femme. Aemond, il a juste pas du tout régné. C'est là aussi que vient l'excuse magique du vrai héritier du trône après Aegon, qui est lui. Mais elle est clairement mise de côté parce que c'est une femme, et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui a mis en place ce système. Elle a participé à la mise en place d'un système qui est sexiste, misogyne, qui est contre elle, mais elle a participé à ça. Elle a aidé. Et c'est justement cette scène qu'on voit avec elle, où on entend sa respiration et tous les autres dialogues sont beaucoup moins présents dans la scène, parce qu'elle n'entend plus que sa respiration. Elle est complètement perturbée parce qu'elle comprend que c'est sa faute de une aussi, mais elle comprend l'erreur surtout qu'elle vient de commettre. Et ce qui est tragique pour elle, c'est qu'elle se sent seule au milieu de ce conseil. Elle a clairement compris là qu'elle ne servira quasiment plus jamais à quelque chose. Entourée d'hommes qui ne la respectent pas. Et elle devra s'imposer ou alors se faire bouffer par ce système. Et c'est là qu'est intéressant, c'est que le parallèle avec Daemon est refait ici. On voit que ça sera sûrement un régent tyrannique, mais qui va un peu mieux réfléchir normalement. Il sera peut-être assoiffé de sang, mais il veut le trône. C'est pour ça que tu as ce plan de lui qui est tout petit par rapport au trône. Le trône n'est pas si grand que ça, mais la manière dont c'est filmé, la focale qui est utilisée, rend le plan bien plus grand et montre la démesure de ce besoin qu'il a. Là, c'est symbolisé par le fait qu'il ne va pas y arriver. Le trône est trop grand pour lui. Et
ça, j'aime beaucoup dans cette série parce qu'ils utilisent énormément de mise en scène ou pour faire du foreshadowing par rapport à des personnages qui vont mourir ou autres, mais j'en ai pas parlé dans ces vidéos parce que j'ai pas envie de vous spoiler évidemment, ou par rapport aux liens qui sont faits entre les personnages. Et le parallèle avec Daemon est facilement dressé parce qu'on a un plan assez similaire mine de rien. Cette fois-ci, on voit son dragon, Caraxes, qui est là derrière, face à un petit humain qu'il ne va même pas carboniser au final, mais ça explique tout le personnage de Daemon. Daemon utilise son dragon pour s'imposer. Et lorsqu'on lui tourne le dos, littéralement, et que le dragon ne marche plus, il ne peut plus faire face. C'est le parallèle entre les deux personnages qui veulent tous les deux convoiter le pouvoir, qui est montré ici par la mise en scène. Et t'as une vibe aussi très Geralt de Rive, je trouve, ici à Matt Smith. Et c'est intéressant par rapport à Cole parce qu'ils vont aller dans la direction que j'avais citée, c'est-à-dire qu'ils vont jouer la case de l'homme qui est traumatisé, qui a vu 900 hommes mourir, qui les a vus carbonisés, qui a compris les dangers des dragons. On voit qu'il en a encore quelque chose à faire d'Alicent pour plusieurs raisons. Premièrement, oui, il se fait plus manipuler car Aemond domine Cole aujourd'hui, parce que Cole n'est qu'un pantin, et Aemond a réussi à le dominer plus que tout. Là où sexuellement, parce que c'est surtout comme ça que Alicent le faisait, elle a échoué. Mais Cole donne quand même l'excuse du fait que c'est pas le moment pour être un régent. Il sait que ça va mal tourner, il sait qu'il y aura des choix difficiles à faire. Est-ce que tu as envie de porter cette responsabilité? Et il préfère qu'Alicent ne le fasse pas. Est-ce que c'est une excuse? Oui. Est-ce qu'il veut vraiment la protéger? Je pense honnêtement que oui aussi. C'est ça qui va être intéressant avec Cole, c'est la manière dont il va évoluer par rapport à ce qu'il ressent. D'un côté, il a vu le traumatisme de la guerre qui est causé par Aemond surtout, et de l'autre côté, Alicent qui certes le manipule, mais il a visiblement des sentiments pour elle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont il montre le peuple qui se rebelle de plus en plus. Mais l'erreur fatale qui a été faite ici, c'est quand même d'avoir ramené la tête d'un dragon mort pour que tout le monde l'observe. Alors ils le disent dans la série, c'est une malédiction qui va avoir lieu, c'est un dieu qui vient de tomber, les gens ne savaient même pas que les dragons pouvaient mourir, et ça c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que si tu enlèves la dissuasion nucléaire, le peuple peut se rebeller. Avant, le peuple, il pouvait rien faire. Ils disaient, ok, bon déjà, il y a la garde royale, tout ça, mais ils ont surtout des dragons. Donc si jamais nous, on n'est pas content, on peut rien faire parce qu'ils ont des dragons. Mais là, ils ont vu que les dragons peuvent mourir. Les dieux, et ça ils le disent, sont devenus de la viande. C'est pas pour rien d'ailleurs que le mot viande a été utilisé, parce qu'ils ont faim. On voit des légumes et des fruits pourris, et c'est personnifié par ce personnage-là, qui a du mal à nourrir sa famille, qui veut s'en aller aussi, parce qu'il a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. C'est la crise, vraiment, dans ce monde. Et si vous savez ce qui se passe après dans les livres, vous savez à quel point c'est important de montrer le peuple comme ça. Et s'il vous plaît, adoptez ce chien, bordel. Il n'arrête pas de suivre son maître, décédé depuis un moment. Adoptez ce chien, c'est important. Concernant Rhaenyra, ce qui est intéressant, c'est qu'elle subit les mêmes soucis que les autres femmes de ce monde, c'est qu'on la prend pas au sérieux parce que c'est une femme. Elle n'a ni dragon assez puissant pour affronter Vhagar et ni armée. C'est ce qu'ils font à la fin de l'épisode. Ils se battent pour une nouvelle armée et trouver des nouveaux pilotes de dragons. Mais même ses propres généraux les plus loyaux et fidèles l'insultent par rapport au fait que c'est une femme. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont un petit peu raison par rapport à elle et c'est elle qui l'avoue. Vu que dans ce système-là, les femmes n'ont pas une place dans la guerre, elle ne sait rien de la guerre. Ce n'est pas une vraie générale. Elle n'a pas l'entraînement des hommes, elle n'a pas la stratégie des hommes parce que le système est fait comme ça. Et on voit aussi quelques petits moments où elle-même parle mal à ses femmes avec cette fameuse domestique. On la voit à la fin semer la discorde, mais leur relation avec Mysaria est intéressante parce que justement c'est elle qui va inciter la révolte, c'est elle qui va inciter le peuple pour se rebeller contre justement le gouvernement en place là-bas et donc la monarchie de King's Landing. Et c'est ça qui va être fort. Il y a cette phrase qui est intéressante par rapport au fait qu'on ne gagne pas des guerres qu'avec des dragons et des armées. Il y a plusieurs manières de se battre et ça va donner aussi énormément de pouvoir au personnage de Mysaria. Mais même pour tous ces désagréments, tous ces problèmes, elle fait tout de même, Rhaenyra, confiance à son armée. Elle comprend la situation et elle essaie de trouver des solutions. C'est assez tragique parce qu'elle essaie même de trouver une femme dans l'histoire de son royaume qui a réussi à s'imposer. Mais on lui répond, non mais laisse tomber, c'était il y a trop longtemps, les gens ont oublié, les gens s'en fichent. Et ça, historiquement, même dans notre vraie vie à nous, je trouve que c'est un point assez intéressant, triste malheureusement, mais on voit que même avec l'histoire, elle ne va pas s'en sortir ici. Elle se fait aussi marcher par ce système très masculin. Et c'est justement là qu'elle demande à retrouver Daemon, d'où ce match cut qui est assez intéressant par rapport à Rhaenyra d'un côté et de l'autre côté de Daemon pour montrer un peu leur lien qui va se rejoindre, on imagine, dès le prochain épisode. Donc même si elle veut maintenant chercher d'autres dragons, elle fait quand même l'erreur fatale de penser que Sunfire est mort. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de Sunfire dans cet épisode-là, mais rappelez-vous, à la fin du dernier épisode, il respirait encore. J'aime bien l'idée d'avoir donné à Jace plus de responsabilité, vous le comprenez, c'est l'une des thématiques de l'épisode. On voit qu'il est jaloux de ses cousins et on voit surtout qu'il essaie de négocier comme un adulte. D'ailleurs, négocier sur un pont, c'est incroyablement stylé, mais tu vois qu'il n'a pas les clés de la négociation.
Il essaye, mais il n'a pas toutes les informations et peut-être il fait des promesses qu'il ne pourra même pas tenir. Mais le fait qu'il se responsabilise de plus en plus, ça le rend plus appréciable, je trouve, et son manque d'expérience peut être aussi un véritable frein. Et c'est aussi intéressant la manière dont tous les gens ont peur de Vhagar, mais pas des autres dragons, juste à cause de sa taille. D'où la volonté de trouver ces fameux pilotes pour ces deux dragons qui sont similaires à Vhagar. Et c'est intéressant parce qu'on voit la même chose avec Rhaena, justement. On a une petite scène avec elle, elle met en avant sa diplomatie, les dragons et la force de dissuasion et de diplomatie que sont ces dragons et même ces œufs de dragons. Mais mine de rien, c'était l'épisode de Daemon et le personnage a bien été développé ici, je trouve. Déjà, ça faisait du bien de le voir sorti du château, premièrement, et on le voit à quel point il a envie de changer les choses par rapport à la manière dont il va opérer en diplomatie. C'est-à-dire que le dragon ne marche pas sur tout le monde. On le voit dans cet épisode-là, il y a plein de familles qui n'ont plus peur des dragons ou qui ont peur d'un seul dragon. Mais il veut faire les choses différemment. Alors certes, il demande de commettre des crimes de guerre et il demande de le faire discrètement, chose qui n'est pas obéie, d'où la fin où on voit qu'il échoue en diplomatie. Et c'est la même chose pour Daemon, c'est-à-dire que plein de gens m'ont dit non mais il veut pas le trône et tout, il veut juste se sentir utile dans sa famille. Là, il le dit ouvertement qu'il veut le trône. Plusieurs fois, il veut qu'on l'appelle le roi, et Rhaenyra sera sa reine, elle peut le rejoindre. Il veut clairement le trône. C'est dit noir sur blanc aujourd'hui. Et le voir essayer d'être un bon roi, c'est-à-dire avoir l'acceptation de sa mère avec laquelle il couche. Bon, c'est des Targaryens, c'est un peu normal, mais c'est juste un symbole pour lui qui se voit enfin accepté par sa famille et qui accepte un peu le sang sur ses mains, même s'il est encore évidemment traumatisé par ça. Il répare lui-même le château, il essaie vraiment de participer. Mais lorsqu'il faut faire des choses sérieuses, lorsqu'il faut avoir de la diplomatie comme il faut, avec de potentiels alliés, il échoue. Parce que se battre de manière sale, avec des crimes de guerre, n'est pas une solution qui est respectée. Et c'est pour ça que Daemon n'a jamais été apprécié par sa famille, c'est qu'il s'est toujours battu d'une manière très sale. Et ça ne marche pas tout le temps. Et la preuve est là. En plus d'être complètement drogué par Alice et ses médicaments et la manière dont elle essaie de le contrôler, parce que clairement elle l'aime pas, elle le dit, il y a beaucoup d'innocents qui vont mourir à cause de lui, il n'est pas bon en tant que roi, on voit qu'il échoue. Lorsque je dis qu'on est passé du meilleur épisode au pire, c'est parce que, en fait, je trouve cet épisode pas forcément très intéressant. C'est clairement un épisode de transition pour amener d'autres choses par la suite. C'est assez marrant parce que c'est la première fois dans cette saison et dans cette série que je trouve qu'ils ont rajouté un épisode pour remplir la saison qu'autre chose. Je dis pas que cet épisode n'est pas nécessaire, il est clairement nécessaire, mais il faisait plus remplissage qu'autre chose. Il y a eu des choses intéressantes, du développement, ça a un petit peu évolué. Il y avait du budget, il y a encore plein d'idées visuelles, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'ils préparent un énorme climax pour la saison 2. Ils veulent se limiter en budget parce qu'ils savent que la fin sera grandiose. Et du coup, t'as un épisode qui est presque un bottle épisode entre guillemets, hein, même s'il a dû coûter très cher. Ou honnêtement, c'est la première fois de la série où je me suis un petit peu ennuyé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a déjà vu tout ça, qu'on a répété pas mal de choses. Pourtant, c'est pas spécialement vrai. Sur le papier, il y a plein de nouvelles choses. Mais la thématique sur la place de la femme qui intervient d'un coup comme ça, c'est bizarre. Daemon qui tourne un peu en rond côté Harrenhal, même si ça évolue un petit peu. Ça reste un bon épisode, mais c'est peut-être le moins intéressant de toute la série. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que clairement, ils gardent le budget pour des choses bien plus intéressantes par la suite. Et je peux comprendre que les gens se disent, ok, un épisode sympathique, mais sans plus. Ce qui, d'après moi, est un argument tout à fait convenable et qui passe clairement vu ce qu'on vient de voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.